Donc, super. Bah, faut pas merci hésiter. beaucoup. Voilà, c'est ça. Ouais. Avec plaisir, avec joie. Merci. Je prends volontiers la parole si je peux. Oui. On t'entend. Parfait. Moi, j'ai le parcours, pas inverse, mais qui ressemble un petit peu à Bérangère. Je suis enseignante aussi, mais en Suisse. Alors, les conditions sont un petit peu différentes. Je pense qu'on est un petit peu plus privilégié. Ouais. Quelque chose. Et puis, moi, il y a quelques années, j'ai arrêté complètement pour faire une formation plus dans l'hypnose, le coaching, les choses comme ça. Et puis, en fait, à la fin de cette formation, j'ai ouvert une petite consultation, un petit cabinet. Et il me semblait qu'il me manquait toujours quelque chose. Je me rendais compte d'un côté que ce n'était pas moi qui agissais parce que des fois, je disais des choses complètement inattendues. Oui. Là, la séance ne se passait pas du tout. Je planifiais un petit peu, mais finalement, ça prenait une toute autre tournure. Et puis, j'ai vraiment passé des jolis moments avec des jolies choses qui se sont passées au cabinet là. Mais j'avais l'impression qu'il manquait toujours cette partie un peu spirituelle comme ça. Et puis, il y a un truc qui me gêne, comme si j'étais pas... un peu syndrome de l'imposteur. Comme si ce n'était pas moi qui agissais, c'était pas très juste, en plus de faire payer. En Suisse, on a un système, des fois c'est remboursé par les caisses maladie, mais moi pas, voilà. Je n'étais pas reconnue à ce niveau-là. Donc voilà, j'avais vraiment un peu ce syndrome de l'imposteur. Et puis j'ai eu une proposition de reprendre un poste d'enseignement dans mon village. Et puis j'ai une collègue en plus qui a accouché, donc maintenant je suis à 100%. Puis c'est le contraire, je m'éclate maintenant à être avec les enfants. Quand tu disais mon métier c'est ma sadhana, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Parce que je me disais, ma sadhana, c'est de vous écouter en boucle. En boucle. Je trouvais que ça m'apportait... Parce que je me suis fait piéger pendant des années dans l'évolution d'un personnage. Et puis, il y a une année et demie, je crois, une année et quelques, que je suis vraiment à fond au satsang et tout. Et puis voilà, ma question n'est pas très précise. Mais il y a toute cette histoire de est-ce que je vais retourner peut-être... J'adore faire j'adore être avec des gens en individuel aussi. Je trouve en fait, qu'est-ce qui t'empêcherait de faire les deux? Il n'y a aucun problème, tu vois. Moi, je connais plein de gens qui font 4 ou 5 métiers en même temps. Oui, alors j'en faisais 4 avant maintenant. et 4 métiers avec joie. En plus, c'est pas des métiers alimentaires. C'est vraiment 4 métiers qui les passionnent. Donc, tu peux tout à fait faire plusieurs métiers et que ça te passionne et il n'y a pas de souci. C'est vrai que qu'est-ce que vous me diriez par rapport au syndrome de l'imposteur? Qu'est-ce que ça, d'après vous, qu'est-ce que ça cache? Ça c'est le coup classique, ça. Ça, c'est le coup classique du mental ego qui intervient quand il y a des, entre guillemets, des débuts d'éveil ou des expériences d'éveil, parce que lui, évidemment, il fait partie du jeu de te, entre guillemets, j'allais dire pour lui, te maintenir dans quelque chose d'illusoire, parce que lui aussi, il sait qu'à un moment donné, tu vas réaliser quelque part quelque chose auquel lui, il n'a pas accès. Donc forcément, il essaye de se substituer en créant une espèce de pseudo-personnage ou une espèce de sentiment de quelqu'un en fait qui est un imposteur. Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas te focaliser sur cette idée-là, par moment en tout cas. Et là en fait, il gagne du temps en vérité. C'est simplement ça en fait, tu vois. Il gagne du temps, sauf que tu reviens à l'expérience de qui tu es, d'accord? Et qu'il ne peut faire ça que momentanément, quoi. Donc du coup, son illusion, elle ne dure pas. Mais c'est ça le syndrome, entre guillemets, de l'imposteur. C'est simplement le mental ego qui joue à ça, quoi. Et une fois que tu l'as compris, une fois que tu as clarifié ça, tu tombes de moins en moins dedans. Et puis même, quand ça arrive, c'est observé comme tel. Complètement comme une illusion, quoi. Et comme un jeu de l'ego. Donc du coup, tu n'es plus impacté. Tu ne fais qu'observer comment dire, la manifestation de ça, en fait. Mais tu n'es pas touché, ça ne te concerne plus. En vérité, ça ne te concerne plus. Et en plus, rien que le fait déjà de dire, de parler de cette espèce de syndrome de l'imposteur, ça veut dire que tu es déjà en recul et en train d'observer ça. Oui. Ça observe déjà ça. Donc, quelque part, tu vois bien que tu n'es pas concerné en vérité. Ça joue, quoi. Ça joue simplement à se substituer, à te faire croire que tu n'es pas qui tu es. Mais en vérité, tu sais, au plus j'arrive à le voir pour plein d'autres choses, plein d'autres aspects du personnage, mais ça, je n'arrivais pas à le voir. Oui, mais tu en ressors, c'est-à-dire que par moment, ça vient, et à un moment donné, tu ressors de ça, quoi. Voilà, donc du coup, ça ne reste pas. Et puis ça viendra de moins en moins, cette espèce de croyance d'imposteur. Mais ça, c'est le jeu, hein, c'est le jeu de l'ego. Hein. C'est normal qu'il joue à ça. Hein. Lui, il ne veut pas perdre sa place. Hein.
Il a tout essayé. Hein. Le salaud. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas des gens autour de toi, quand tu étais petite, par exemple, qui te rabaissaient un peu? Oui. Non, mais les gens autour de moi, ils ne croyaient pas du tout. C'est trop risqué de faire ce genre de choses, c'est trop risqué. Ah, bah voilà. Ouais. Oui, Ouais. voilà. C'est ça. C'est quoi C'est ma famille, ils m'ont Oui, voilà. c'est ça. Donc, ça, j'en suis consciente, mais j'ai l'impression que ça reste, il y a un blocage qui reste. Alors, ça reste parce que quand t'en parles, je sens qu'il y a une tristesse qui se manifeste. Ouais. Et en fait, donc cette tristesse-là crée les pensées de je ne vais pas y arriver, etc. Donc, en fait, dans l'ordre, si tu veux, quand on remonte le fil pour se libérer, d'abord, il y a la pensée, on conscientise. Ensuite, on conscientise l'émotion, on se libère de l'émotion. Et derrière l'émotion, il y a la croyance et on se libère de la croyance. Donc, il faut remonter le fil jusqu'au bout, jusqu'à la croyance racine. La croyance chez toi, c'est je ne mérite pas ou je n'ai pas l'autorité de, parce qu'on t'a fait croire que tu n'étais pas capable. Oui, tu n'étais pas légitime, en fait. Tu n'es pas légitime, c'est ça. Voilà. Et en fait, une fois que tu vas avoir ça, tu vas dire, mais en fait, ça ne m'appartient pas. Tu vas rigoler parce que tu vas dire, mais en fait, c'est comme une espèce de programme qu'on m'a mis, mais qui n'a rien à voir avec ce que je suis, quoi. Ouais. Et ça va être comme une évidence. Donc, exactement. Remonte le fil. Le fil. Il y a la tristesse qui va remonter, tu accueilles la tristesse, et derrière, tu vas avoir cette croyance qui n'a aucun sens, en fait, qui est juste là. Voilà. Quand plusieurs fois vous parlez de remonter le fil, c'est en fait se remettre dans la situation, réimaginer tout ce qu'on m'a dit, se mettre en face des personnes, c'est un peu ça. Par exemple, là, il y a une tristesse qui peut se déclencher au moment où tu repenses au fait qu'on te dise que tu peux pas, t'es pas légitime, et tu goûtes cette tristesse, tu la sens, et à un moment donné, ça va se révéler, tu vas voir en fait qu'il y a cette croyance qui était là, de ne pas être légitime. Et en fait, tu vas voir que ça ne tient sur rien, ça tient sur du vent. C'est juste que voilà, tu as cru ce qu'on t'a dit, c'est tout. Ouais. Et puis c'est avec des choses comme ça que les voix petit à petit Exactement. Ouais. Ah ouais, bien sûr. C'est top, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à toi. Merci à toi. Bonsoir. Ah, pardon. Non, mais c'est bon, j'attends. Alors, c'est Philippe qui décide. À la première personne qui se manifeste. Allez-y. Alors? Non, mais je peux attendre. Je ne sais pas si on m'entend. Si on t'entend. Ah bon? Vas-y, on t'entend. Oui, mais il y avait le monsieur avant moi. Ça fait rien. Bon, ça fait rien. Alors, non, mais tout d'abord, mon cœur est tellement en joie, je ne peux même pas expliquer. Enfin, j'ai réussi à me connecter, déjà, c'est un miracle. Enfin, c'est que ça devait le faire parce que. Après, tu es connecté. C'est clair. Enfin bref, c'est même un miracle parce que pour tout dire, alors je suis entre guillemets, pardon pour le guillemet, chaque fois que j'entends guillemet, ça me fait rire parce que vous le dites souvent le mot guillemet, et bon bref. Enfin bref, étant dans le rôle du personnage artiste, accompagnatrice, enfin tout ce qu'il faut pour l'instant galérer financièrement, c'est un miracle que j'ai pu non seulement régler quelque chose et en plus ouvrir l'ordinateur alors que je ne suis pas du tout technique. Alors déjà… Alors, on retrouve déjà un système de croyance là. Oui. Parce que artiste ne veut pas dire forcément qu'on galère financièrement, mais je vois ce que tu veux dire. Mais je suis d'accord. Justement, il y a un truc là, c'est que il y a déjà un moment que je suis les vidéos, enfin bon bref. Le chemin qui doit se fait à travers moi. Oui. Il y a longtemps que je me dis, allez, à bas les croyances, puis même ça se joue. Chaque fois que ça galère un peu, je me dis, allez, laisse jouer. Ça va faire ce que ça a à faire. Puis des fois, là, ça sert quand même un peu parce que ça dit merde. Ok, on parlait tout à l'heure de ce qui vibre là. Moi, ça vibre, moi. Ma création, les accompagnements, les vidéos que ça fait. Tout vibre. C'est de la joie à l'état pur comme c'est là. Ouais. Et bon, financièrement, ça reste galère. C'est pas le plus grave, on va dire. En fait, ça a l'air d'être parti pour ça un peu ce soir sur des plans professionnels. Je vois plus Pierre, je vois plus. Moi, je te vois. Nous, on te voit. Ouais, on te voit. Encore il faut enlever le son. Voilà. C'est bon. En fait,
Bon, je suis tellement contente. Et je pense que s'il y avait quelque chose qui avait envie de se manifester, c'est que dans le corps physique, ça a été quand même assez, même mental, ça a été assez galère depuis que c'est arrivé là sur Terre, je pense. Donc tout va de mieux en mieux, c'est génial, il y a un bon bout de chemin qui s'est fait. Enfin, je pense que la vie fait ce qu'elle a à faire. Dans le fond, on met une petite clé, on prend la clé ou pas là pour aller ouvrir, et puis. Et malgré tout, alors il y a un truc pour lequel je voulais poser une question par rapport à des choses que vous évoquez tous les deux dans les vidéos. Ça m'a fait tilt ce matin, donc je devais vraiment me connecter. En fait, dans le corps physique, c'est le cas là aujourd'hui, il n'y a peut-être pas de hasard. Ouais. Il y a des moments, c'est comme si tout se bloquait, se contraignait, manquait d'oxygène. Ça pratique en moi quand même des exercices de yoga, de qigong, à ma façon, parce que je suis assez fantaisiste. Puis ce matin, je me suis dit, après tout, ça fait peut-être partie de ce que vous dites des fois, des trucs peut-être qui résistent encore, j'en sais rien, parce qu'à la limite, même quand ça fait ça, comme aujourd'hui, je me dis, allez, laisse couler, regarde ce qui se fait, c'est pas toi, tu es au-delà de ça. C'est pas marrant quand même, c'est encore plus fort, du coup. Enfin, il y a des fois, il y a de quoi être dérouté. Et plus j'étais déroutée, plus ça lâche, et plus ça lâche, plus je vois ce qu'il voit. Ouais. J'avoue que je n'ai même pas cherché pendant des années, je ne me suis pas dit ce que c'est l'éveil, je ne savais même pas qu'on parlait d'éveil. Ce que je sais, c'est que je suis des fois tombée à genoux souvent en disant à l'univers, je veux juste vibrer d'amour. Ok. Voilà. Bon. C'est entendu. Voilà. Alors, éveil ou pas éveil, c'est sûr, ce que j'entends, l'éveil, c'est le pied. S'il n'y a plus les pensées, les machins qui nous encombrent, si on y voit jouer, si ça accueille tout, c'est génial. Maintenant, je me dis, oui, mais je cherche même plus à me dire, est-ce que j'y suis ou j'y suis pas? C'est parfait. Ouais, c'est parfait. Et puis c'est pas qu'il n'y a plus de pensée avec l'éveil, c'est pas ça. Il y a toujours tout est pareil, mais le point d'où c'est perçu n'est pas le même. C'est-à-dire que tu te prends plus pour quelqu'un avec des pensées, etc. Oui. Mais par contre, il y a toujours les pensées, il y a toujours la même chose, sauf qu'il n'y a plus de focalisation là-dessus, il n'y a plus de saisie. Donc, c'est pour ça que tu es libre. C'est clair. Voilà. Je l'entends en plus. Et en fait, c'est déjà le cas maintenant, mais il s'agit d'en prendre conscience, que tout ça, c'est pas personnel, en fait. Ça pense tout seul, c'est pas tes pensées, etc. Je dis oui tout de suite, hein. Ouais. Je prends. En fait, la seule chose là qui s'anime, c'est OK, je prends tout ça. Et c'est tellement, waouh, il n'y a pas de mots. Qu'est-ce qui se passe là quand ça résiste? C'est chiant, quoi, quand même. Pardon pour les mots que j'emploie, c'est très spontané. Des fois, je me dis, OK, en fait, dans le fond, je me dis, il n'y a même plus de questions, mais n'empêche que dans ce qui se joue, dans le corps physique, dans la densité, dans les finances, waouh, bon. Et en même temps, je vois que c'est un chemin. Oui, c'est un chemin. En fait, le truc, c'est qu'il y a une phase où tu vois plus clair, et donc tu vois plus clairement tes résistances qui étaient déjà là. Et le jeu, c'est de pas, ce qu'on dit des fois avec GG, c'est de pas résister aux résistances. Oui, c'est ça. Oui. Quand tu vois les résistances apparaître, tu n'y résistes pas non plus, tu les laisses passer. Et tu vas voir qu'à un moment donné, forcément, ça va finir par se relâcher complètement, et il n'y aura plus les résistances et tout ça. Et par rapport au côté financier, c'est la même chose. Si tu es dans la résistance, si tu as peur de manquer, par exemple, ça va te créer une sorte de manifestation de manque, de problèmes financiers, etc. Alors que si tu n'as aucune peur, si tu es dans la confiance, tu auras toujours exactement ce dont tu as besoin, voire même plus des fois. Voilà. Et donc, c'est tout le temps, ça va être tout le temps comme ça. Ça va se manifester tout le temps. Dès que tu as besoin, ça se manifeste. Franchement, je ne sais pas d'où, mais tout ça, en tout cas là, dans Christine, entre guillemets, pardon, une fois de plus, ça me fait rire à chaque fois. C'est vu. Et d'ailleurs, la preuve, là, je suis un moment, franchement, je pense que dans cette densité, il y a plein de personnes à ma place qui seraient hyper stressées, hyper angoissées. Moi, j'ai confiance. Je sais, je mis ma maison en vente, je sais que ça va me mener vers où ça doit me mener. Pour le lieu, peut-être plus adapté aussi, vibratoirement. Enfin, j'en sais rien, même ce n'est pas des vibrations, mais c'est sûrement un cap. C'est marrant parce que je le vois, puis en même temps, c'est comme si je voyais que, en même temps, là, il y a peut-être encore des trucs qui bloquent, mais je cherche même plus à savoir quoi ni comment.
À la limite, juste voilà, ok, allez-y, quoi que ça. Oui. Ça coule, quoi. Ça te sera révélé. Essayez pas de chercher. De toute façon, il y a des choses dont on n'a pas accès à la conscience de l'état de veille ordinaire. Donc, dans l'état de conscience de l'état de veille ordinaire, c'est-à-dire quand tu es éveillé sur le plan physique, tu n'as pas accès à tout. Donc, tu ne peux pas savoir ce qui doit encore être, être transcendé, quoi. Ça va se manifester au fur et à mesure. Et d'ailleurs, ce n'est pas le plus important. Hein. Ouais. Non, c'est vrai. Puis, quelque part, de se rendre compte que le mystère est de plus en plus grand, je trouve ça je trouve ça beau. C'est pas un problème non plus. Enfin, dans le fond, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est juste que dans le corps, là, malgré tout, même si je me suis juste posé la question si ce qui se manifestait, que j'ai vécu déjà plusieurs fois, mais c'était pas en fait, je sais pas quel mot vous avez utilisé, des fois que c'était des manifestations, comme quand on fait de la méditation, puis que ça bouge tout seul, ou que ça réagit. Oui, ça en est. C'est ça. Ouais. Ok. C'est normal alors. Enfin, c'est normal. Bah, tout est normal. Hein. C'est normal. Et aussi, j'ai envie de te dire, n'attends pas pour vibrer d'amour, puisqu'en fait, c'est déjà possible maintenant, parce que tu désires vibrer d'amour, c'est déjà possible maintenant, c'est déjà possible avec tout. C'est-à-dire que même avec la souffrance, par exemple, il y a beaucoup de mystiques dans la voie chrétienne, par exemple, ils sont tellement identifiés à Jésus que pour eux, même la souffrance, c'est un cadeau et c'est une joie. Et c'est un très bon moyen d'ailleurs de transcender tout ça. Il n'y a pas de hasard. C'est ça. Je ne dis pas qu'il faut rechercher la souffrance, mais par contre, le fait de tout aimer, y compris les manifestations qui peuvent être catégorisées comme de la souffrance par le mental, à ce moment-là, ça te permet de tout transcender très rapidement. Non, mais c'est clair. Je pense qu'il y a un truc, j'ai dit tu, hein. Je ne sais pas si je peux. Quand tu parles en fait, c'est comme si je voyais ce qui se joue. Hein. Je n'ai pas l'impression de parler de moi. Enfin, ça parle de ce que je suis en train de parler, quoi, en gros. Je ne sais pas si... Quand tu parles de Jésus, oui, je sais que dans ce qui vibre en moi, il y a un truc très fort en lien avec Jésus, mais je pense que c'est sorti de Jésus sur la croix que la souffrance. Quand j'en parle, en même temps, ça me touche tellement, mais c'est comme si ça, c'était sorti. Pour moi, Jésus, c'est au-delà de ça. Maintenant, c'est tout l'amour, quoi. Donc, en tout cas, volontairement, il n'y a pas une recherche de galère et de souffrance. Plus, je dis, c'est fini, c'est bon, c'est expérimenté. Quand intérieurement, c'est totalement libéré, tout ça, ça se manifeste au niveau de la création. Ça se manifeste. En tout cas, tu parles de création, ce serait génial si vous y alliez voir mes tableaux pour ceux qui aiment les trucs lumineux. Et après, on n'aime pas le style, mais parce que, il y a encore un petit truc en moi qui a peut-être besoin que ce soit vraiment aimé, que ça circule, c'est clair, parce qu'il y a cette intention, entre guillemets, hein, une fois de plus, les guillemets, désolé, que ça fasse ce que ça a à faire, quoi, que ça puisse circuler tout simplement, au-delà de ma personne. Il y a vraiment cet élan. En fait, je crois que c'est ça, s'il y a une impatience, c'est cette joie de ce qui s'expanse, quoi, à travers ce qui se manifeste dans la création, quoi, de mes peintures. Ça se fait tout seul, ça. Ouais, continue comme ça va se faire. Ouais, ça se fait tout seul. En tout cas, je suis heureuse. À partir du moment où la joie est présente, ce qui est le cas, merci. L'enthousiasme, la joie, à partir de là, tout se fait tout seul. En tout cas, rien d'être là avec vous tous, je suis super heureuse, vraiment, je remercie l'univers. Merci, je ne vais pas prendre toute le... Merci à toi. Merci. Que je peux parler maintenant? Oui, tu peux. Vas-y. Je suis mort de trouille, mais bon, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu étais en train de parler devant 200 personnes. 233. En fait, c'est rigolo parce que Christine a évoqué le mystère que nous sommes et je voulais justement parler de ça. En fait, j'ai une patate chaude dans la main. Il ne faut absolument jamais mettre sur la table parce qu'en fait, j'ai eu une indication très récemment. J'aimerais la soumettre à la lumière impitoyable de Gérald Despierres pour savoir si c'est une croyance de nouveau ou si c'est ça. En fait, voilà, je vais essayer d'être bref. Au début, comme tout le monde, je me considérais comme un petit personnage qui était l'auteur de sa vie et qui avait été un objet, en fait, un sujet avec en face de lui un monde séparé, donc une trouille pas possible avec ce monde menaçant. Et puis en 2015, j'ai eu la chance de tomber sur un livre de Douglas Harding. Oui. Et en un seul instant,
ma perception a changé. Je dis bien que j'ai perçu, et je n'ai pas du tout imaginé, pensé ou ressenti. Le personnage que j'étais est devenu un objet, il s'est porté à la périphérie de l'espace que je suis, et il est devenu un objet. Mais il n'a pas disparu, il a continué son manège. Et finalement, je me suis rendu compte que j'étais cet espace que nous sommes tous, vide de tout et vide pour tout. C'est un petit peu, ça paraît abstrait, mais c'est toujours ça en fait. Donc ça a rendu l'existence beaucoup plus légère, mais avec le recul, je me dis, mon existence a forcément changé, mais c'est difficile de dire ce qui a changé. Et honnêtement, j'étais comme une sorte dans de la ouate, c'est-à-dire que j'étais la conscience sans objet. Bon, Douglas Harding ne parle pas du tout de conscience, il parle du je suis, hein, c'est la même chose. Et j'avais l'impression d'être la conscience, donc d'être un petit peu d'être Dieu, ça paraît un petit peu parano. Et puis, je regardais vos satsangs et je me disais, il y avait presque une satisfaction égotique en disant, voilà, j'y suis, quoi, la réalisation, je suis un petit gugus réalisé. Il y avait une trace de ça. Donc voilà, c'était très confortable. Et pourtant, je continuais à lire des ouvrages spirituels, étonnamment. Comme pour les goûter, parce qu'au début, quand j'étais le petit personnage, je ne comprenais absolument que dalle. Je tapais la tête contre le mur, je me disais, mais avec tous ces paradoxes, mais c'est de la folie. Et puis, je suis tombé sur un bouquin de Ranjit, c'était un disciple de Ramesh Shvar, machin, qui était le maître de Nisargadatta. Et c'était un livre qui n'était pas très sexy, mais j'étais très confortable. Je disais, oui, il décrit tout à fait ce que je suis. Bref, il discutait avec un mec et il parlait du point zéro. Donc, ce sage dit, écoutez, très bien, vous êtes au point zéro. Ensuite, il y a eu le reste de la phrase assassine. Oui, mais il faut aller au-delà. My God! My Buddha! Je me suis dit, mais c'est pas fini! Cher ami, tu n'as pas atteint le terminus. Et en même temps, je me disais, cher Douglas Harding, il y a quelque chose là qui ne va pas, il y a des cachotteries, ou il y a quelque chose qui en fait, je me suis rendu compte, c'était très inconfortable et je me suis vite précipité sur un bouquin de Nisargadatta. Il écrit plusieurs bouquins qui s'intitulent Conscience et Absolu. Et dans un entretien, il y avait Nisargadatta, ça va complètement retourner. Il disait, vous savez, il était à la fin de sa vie, hein, donc son enseignement tenait à l'essentiel. Et il disait, vous savez, cette conscience, c'est une sacrée farceuse, c'est pas ce que vous êtes. Ce que vous êtes, c'est au-delà. Et il a dit une chose qui m'a à la fois scandalisé, puis en même temps, je me suis dit, mais c'est quand même dingue. Il a dit, si j'avais eu le choix, ce qui est tout à fait utopique, je serais resté au sein de l'absolu, je ne me serais pas amusé à être dans ce giron de la conscience, qui est une sacrée emmerdeuse, finalement, parce qu'en fait, elle crée beaucoup de souffrance. Et je me suis dit, mais comment la conscience, moi, c'était sacré. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'il peut parler comme ça? Et après, ces jours. Donc, je suis resté un petit peu dans une sorte de flottement pendant pratiquement 2 ans. Et puis, récemment, j'ai écouté une vidéo de, comment ça s'appelle, Ganga Mira. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Et ça a été comme une épée. C'est comme si elle m'avait dit, écoute Michel, maintenant, il faut quand même que tu comprennes. Et j'ai compris, en fait, c'est une simple information. Elle dit que finalement, ce que nous sommes est un mystère impénétrable. C'est-à-dire, je suis l'inconnaissable. Et tout ce qui se manifeste n'est qu'une révélation qui est une expression de ce mystère insondable. Et je ne sais pas comment expliquer. Je me suis dit, voilà la clé. C'est qu'une information. Et elle a dit, la réalisation, c'est que cette information, c'est-à-dire avoir cette évidence que c'est ça, et tout ce qui surgit, finalement, la conscience sans objet fait partie du surgissement, ça n'est que l'expression de l'absolu, et donc quoi qu'il se passe, la vie est un jeu sans enjeu, laissons se déployer ce jeu, quoi qu'il arrive. Et du coup, je me dis, mais c'est aussi simple que ça. Est-ce que c'est ça la réalisation ? Ou est-ce qu'il faut que ça s'imprime dans le quotidien après ? Il y a quelque chose que... Alors,
pour moi, de ce que je goûte quand je te goûte, je sais pas comment Vas-y, goûte, Pierre. Voilà, ce que je goûte à travers toi, en tant que Michel, et ben, c'est qu'il y a bien la révélation de ce que tu appelles le point zéro, et que moi j'appellerais la conscience absolue. C'est bien validé, c'est bien compris. Et après, alors, dans ce qui s'est vécu ici pour ce corps-ci, il y a eu ça. Et après, il y a eu ce que j'appellerais la fusion avec le tout, c'est-à-dire que le plan relatif et l'absolu ont fusionné. Et c'est en ça que moi, je suis d'accord avec ce que dit, je sais plus, c'est… Ganga Mira. Ganga Mira ou les autres, tu as dit qu'il faut aller au-delà de l'absolu. Je ne sais plus ce que tu as dit exactement. Bref, en tout cas, effectivement, la révélation… Nisargadatta. Voilà, effectivement, la révélation de la conscience absolue n'est pas la fin pour moi, puisqu'après, la fin, c'est la fusion du relatif et de l'absolu. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vois un objet, je vais la faire concrète, comme ça va être très simple. Quand tu vois une mandarine, si tu vois une mandarine, c'est que ce n'est pas la réalisation totale. Exactement. Voilà. Quand tu vois un objet quel qu'il soit, si tu vois par exemple une montre, tu vois une montre, si tu vois une montre, c'est que ce n'est pas la réalisation totale. Tout à fait. Ouais, voilà. Mais ça répond. Non, mais Pierre, je te vois. Oui. Je te vois. Oui. Je sais que tu n'es qu'une apparence. Mais est-ce que derrière ton apparence, nous sommes de la même essence. Les mots. C'est même pas derrière. Hein. Les mots ont un sens parce que là, ce que tu as dit, c'est je sais, alors que moi, ce que je te dis, c'est je le vis. Oui. C'est-à-dire que quand je vois une mandarine, je vis la mandarine. C'est ça. C'est ça la différence. Dans la fusion, tout ce que tu vois, tu l'es. Sans exception. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a des fois, il y a des sages qui disent je sais pas, je vois une sandale, tu vois, et je tombe amoureux d'une sandale. Parce qu'en fait, je me reconnais. Je me vois en tant que la sandale. Et un texte que j'avais écrit juste après la réalisation, c'était qu'en fait, le moi est partout. C'est-à-dire qu'une chaise, c'est plus une chaise. La chaise, c'est moi. Et c'est un vécu. C'est pas je sais que parce que j'en déduis. Comme je goûte l'absolu, je réfléchis et je me dis, tiens, en voyant la lampe, je me dis que ça doit être l'absolu, c'est que je le vis. Donc, ce que tu ressens de ce point de vue, c'est encore un concept. Moi, ce que je te décris, ce n'est plus un concept. Oui, si c'est ressenti d'un point de vue, c'est un concept. Oui. D'accord. Tout à fait. Donc, voilà, c'est ça. Donc, en fait, pour répondre à tes questions, tu es sûr que c'est finalisé quand tout ce que disent les sages, c'est-à-dire quand tout est un, est vécu. Est-ce que tu vis que tout est un? C'est une intuition que oui, mais il est possible. Mais c'est une intuition. C'est pas une intuition, ce que je te dis, c'est un vécu. C'est ça. C'est vraiment un vécu. En permanence, tu vis que tout est un. D'accord. C'est-à-dire que quoi que tu vois, tu te vois. Oui. Tu te reconnais, en fait, ça se contemple. Ça se contemple, la conscience se contemple. Quand je dis la conscience, c'est pour mettre un mot. D'ailleurs, pour reprendre, quand Nisargadatta dit c'est bien au-delà, bah oui, en fait, il a raison aussi. C'est au-delà de tout concept, de toute parole, de toute verbalisation. Donc, forcément, voilà. Mais on va dire, la conscience se contemple elle-même. Et il n'y a pas de différence. Donc, il n'y a pas deux non plus. Elle se contemple elle-même, mais quand on dit elle se contemple elle-même, on a l'impression que ça fait deux supports ou deux objets qui se regardent. Là, ce n'est pas le cas. C'est un toujours. C'est un peu comme ce que dit Byron Katie, je ne sais pas si vous connaissez. Elle dit que tout ce qui surgit, je suis amoureux de tout ce qui surgit, c'est ça? Oui, parce que c'est toi. Parce que tu te reconnais. Voilà. Dans le concret, c'est ça, quand on vit vraiment. Alors, c'est ça. Quand tout est vécu, comme le dit Pierre, là il n'y a même pas, en fait, émergence de quelque chose. Et il n'y a rien qui est observé, rien n'est vu, rien n'est perçu, etc. C'est pour ça que tout est un, c'est ce que disait tout à l'heure Pierre. C'est. OK ? Voilà. Et qu'est-ce que vous me conseillez pour que ça se fasse ? Là, c'est déjà le cas.
Ouais, c'est déjà le cas. La seule chose en fait, tu peux rien faire humainement parce que là, c'est déjà au-delà du plan humain. Donc, ça va se révéler. Ouais, tu baignes dans ce que tu connais déjà de la construction absolue. Tu restes là, tu baignes dedans et tu vas voir que ça va tout engloutir. C'est-à-dire que tout ce que tu vas percevoir, tout ce qui va émaner, tu vas voir vraiment que ça émane de la conscience absolue. Ouais. Ça va être évident. Voilà. Et une dernière chose je fais vite, mais juste quand tu parles, quand on t'a dit c'est un mystère, ça c'est vraiment vrai. Parce que juste après avoir réalisé Swan, la dernière quête que j'ai eue, c'est d'essayer de voir quelle était la nature de la présence. Les dernières méditations que j'ai faites en tant que chercheur spirituel, parce que je médite des fois avec mes élèves parce que je donne des cours de méditation, mais sinon je médite jamais. Mais les dernières méditations que j'ai faites, c'était pour essayer de comprendre la nature de la présence, donc de la conscience absolue. Et en fait, j'ai lâché l'affaire parce que c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est l'infini et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. C'est que c'est pas, on s'en fiche de savoir. Il n'y a pas de pourquoi du comment. Non. Non. Voilà. Donc ça va se faire et c'est vraiment c'est ça. Laisse la complétude va se vivre. Voilà. Merci. Avec joie. Bonsoir Pierre, bonsoir Gérald. Ah, il y a encore deux en même temps. C'est pas grave, j'attends. Alors, qui parle en premier? Honneur aux dames. Alors, merci pour les dames. Vas-y, Anita. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, moi, la conscience joue encore un jeu douloureux avec moi. Il n'y a pas de problème, je suis OK avec ça. Ça me permet d'aller chercher les casseroles qui traînent encore sous le tapis. Mais ça a complètement changé ma pratique méditative. Je suis normalement de nature beaucoup plus contemplative. Alors, quand c'est calme, j'ai l'impression que la conscience s'expanse, que je peux me mélanger en fait. En regardant la vague, je suis la vague. En écoutant les feuilles, je suis un peu la feuille, la sève qui monte dans l'arbre. Bon, c'est facile, mais ça marche dans l'autre sens aussi. En observant, ça permet de retourner au calme et à la présence. Sauf qu'avec la souffrance et la douleur corporelle, c'est plus pareil. Ça attire l'attention sur le corps. Oui. Et il y a cet élan, bien évidemment, de vouloir soigner, prendre soin et calmer le corps pour éviter la surenchère des antalgiques. Enfin bon, bref. Et alors, du coup, dans ma pratique, j'ai quelque chose qui gigote, vraiment, à l'endroit qui est souffrant, qui est bloqué énergétiquement, physiquement. Ça gigote, ça fait comme un petit serpent qui tournicote, qui fait des ronds, qui fait des huit. C'est un processus qui est quand même assez résolutif à son terme, parce que dans 2/3 des cas, la douleur disparaît, l'inflammation se calme. Mais je me demande quand même si je ne suis pas toujours dans le contrôle et dans le combat face à la souffrance, plus que dans l'accueil et dans le lâcher-prise. Quand je me pose avec plus de recul et que j'essaye, malgré le ressenti de douleur dans le corps, de laisser, d'être dans l'expansion de la présence, c'est vrai que ce recul arrête ce petit truc qui gigote. Mais par contre, je n'ai pas la même résolution sur la crise inflammatoire et douloureuse. Alors, c'est quoi ce truc qui gigote? On en a parlé tout à l'heure, c'est une manifestation de criage, justement. Et tout tu dis qu'apparemment, c'est un rapport avec l'énergétique, ce que tu vis. Donc, c'est qu'en fait, la vie prend le contrôle pour justement revenir à l'équilibre. En fait, tout le vivant dans le manifesté revient toujours à l'équilibre. Ça fait que ça tout le temps. Donc, c'est ce que ça essaye de faire. Le corps, il essaie de revenir à l'équilibre. Donc, si tu as plutôt l'attention, ton attention, si elle est plutôt portée sur le corps et ce qu'on pourrait appeler le bien-être, et si tu ressens pleinement le corps, automatiquement, ça va se mettre à bouger, à faire des trucs pour que ça s'harmonise. Ou alors, si tu
ce que j'appelle s'abstraire. C'est-à-dire, si tu t'abstrais totalement, effectivement, et que tu reviens au niveau plutôt de la conscience absolue, enfin, dans l'arrière-plan, là, forcément, ça ne va pas forcément bouger, puisque pour la conscience absolue, ce qui se passe au niveau du corps et tout ça, elle s'en fout. Pour elle, ça n'a aucun. Il n'y a pas de problème, tu vois, quel que soit ce qui se vit. Donc, les deux sont corrects, quoi. Enfin, il n'y a pas de problème avec ça. Je ne suis pas dans le contrôle et dans le combat vis-à-vis des blocages physiques quand je suis dans ce processus-là. Parce que j'ai vraiment l'impression de machin. Ouais, mais de toute façon, la vie, naturellement, elle prend soin de la vie. Et les sages, même les plus grands yogis que j'ai rencontrés, ils disent que prendre soin du corps, c'est un devoir pour l'humain. C'est important quand le corps ne va pas bien d'en prendre soin, quoi. Voilà, donc c'est pas de la résistance, c'est normal. Enfin, la vie le fait, enfin, même les animaux le font, même les arbres le font. Donc c'est normal de vouloir prendre soin du corps. Donc il n'y a pas de problème. Merci. Et voilà. Et juste un petit mot en plus, c'est que par contre, ce qui peut se passer aussi, c'est que quand tu es davantage dans le silence et davantage au niveau de la conscience absolue, il peut se révéler beaucoup plus de solutions par contre. Oui. Là, tu peux avoir carrément l'image de ce qui doit se faire, etc. Ou l'élan spontané, même sans penser, tu vas avoir l'élan spontané, par exemple, de boire plus. De boire, je sais pas, 5 litres d'eau par jour, un truc, tu vois, complètement que tu n'as jamais lu. Et pouf, ça va résoudre le problème, tu vois. Donc, voilà. Je connais plein de gens comme ça, ils ont suivi l'intuition. Ils avaient des trucs qui les gênaient depuis des années. Et ils ont fait quelque chose de tout bête, tu vois, de très simple. Et ça a complètement résolu le problème qu'ils avaient, tu vois. Donc, c'est juste écouter ce que ça te dit. Voilà. Ah. Voilà. Avec joie, Alita. Bonsoir. 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 Emmanuel. Oui. Emmanuel, oui, vas-y. Vas-y, bonsoir Emmanuel. Pierre, bonsoir Gérald. Je vous ai beaucoup vu Bonsoir. sur YouTube, je vous ai bouffé. Voilà. Tu nous as bouffé. Ah, cool. Ouais. Donc, comme j'ai bien compris un peu toutes ces choses de façon intellectuelle, j'ai fait beaucoup de yoga, enfin beaucoup, je faisais 5 à 6 fois par semaine du yoga 1h30 pendant 3-4 ans. Et j'ai eu 2-3 états dans le vide et puis d'être hors de son corps. Ça, voilà. J'ai eu une ou deux expériences qui m'ont bien parlé. Mais là, ça fait maintenant 6-8 mois que ça me parle. D'un coup, j'ai arrêté aussi. C'est que le yoga, c'était toute ma vie. C'était l'obsession, l'éveil et de faire le yoga. Ça s'est arrêté. C'est tout de suite dans 15 jours, quoi. C'est grosso modo, je voulais me faire tatouer un home. J'étais en train de réfléchir à cette débilité comme ça, comme c'est la mode. Hein. Et puis 15 jours après, j'ai dit j'arrête, je vais faire du crossfit. Et puis je suis allé dans le corps, qui est l'antithèse. Et voilà. Et puis après, j'ai continué quand même d'écouter du YouTube et du Pierre et Gérald et Marion et Gérard et compagnie. Et voilà. Mais voilà, mais je ne mets plus aucune. Je fais plus rien, je lis plus rien. Voilà. Je sais aussi qu'il paraît que ça fait partie du chemin, mais j'ai peur quand je dis ça que je m'autoprogramme en le disant. Parce que j'ai tellement lu que voilà. Voilà. Et je me dis aussi que dans la vie, j'ai plus vraiment le goût de la vie. Enfin, je ne suis pas en dépressif. Hein. Je suis vraiment pas. Oui, non, mais je veux bien. Oui, non, mais c'est pas ça. Je me dis mourir aujourd'hui ou demain ou dans 25 ans, quelle est la différence? Aucune. Ouais. L'éveil, pour moi, c'est un peu le Graal, quoi, ou qui peut-être, alors que tout le monde dit que ça ne change rien. Hein. Ah si, quand même. Ouais, voilà. J'aimerais voir le film. En fait, mon grand truc, c'est j'aimerais voir le film. Quoi. Hein, et moi, je ne le vois pas. Je comprends bien quand vous dites la montre. Voilà. Et là, je me dis peut-être, et là, ça rebondit sur Anita, qui disait le corps, il faut s'en prendre soin. Je me dis, c'est une idée qui me traverse comme ça à l'esprit.
Ah ouais, mais attention. Il me dit, est-ce que je ne devrais pas se suicider direct et voilà. Et voilà. Alors, je vais dire un truc très général. Quand on dit quelque chose, c'est toujours pile poil pour la personne. Parce que je vais te prendre un exemple. Si tu prends par exemple Ramana Maharshi, par exemple, un des sages les plus connus de l'Inde, tu vas lire tout et son contraire. C'est-à-dire qu'à une personne, il va dire ça c'est super, à une autre personne, il va dire ça c'est non, il ne faut surtout pas faire. Et là, donc, on est dans ce cas-là. Donc, alors, toi, tu n'es pas du tout ce que tu es en train de vivre en ce moment, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe avec Anita. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Oui, mais c'est quand même le corps, puisque moi, tu dis qu'il faut prendre soin du corps et se suicider, c'est tout le contraire, quoi. En fait, là, en fait, ce qui se passe, c'est que tu es en train de vivre une expérience de détachement total au niveau de la matière, puisqu'il y a une compréhension intérieure. Donc, au niveau de l'intellect, dans le sens où les sages le disent, pas l'intellect occidental, mais l'intellect duquel naît le discernement. Voilà. Là, il y a un discernement qui est très clair en toi, qui a compris que rien de ce que tu pourras faire sur Terre ne t'apporterait la joie, le bonheur, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a un détournement du monde qui se fait. Et c'est pour ça que tu comprends même plus le sens de la vie physique. Et en fait, c'est cette phase-là, quasiment tout le monde l'a. Donc, c'est normal de passer par là parce que ça fait partie du discernement. Elle est plus ou moins intense. Voilà, plus ou moins intense. Là où c'est inconfortable, c'est qu'en fait, du coup, tu n'as plus l'élan d'avoir des joies sur le plan humain, mais tu ne goûtes pas encore la joie de l'absolu. Donc, c'est pas très fun. C'est un peu inconfortable. Tu n'as pas de plénitude ni dans un sens ni dans l'autre. Bah oui. Donc, le truc, c'est que ça passe à un moment donné. Heureusement, ça passe. Mais ouais, c'est vrai que alors le truc, par contre, je ne saurais pas dire comment ça passe. J'essaie de voir comment ça. J'essaie de me souvenir. Moi, je ne sais pas. Ça s'est arrêté tout seul. Qui me rattache à la vie. Enfin, je vous dis, je ne suis pas suicidaire du tout. Hein. C'est mon fils parce que j'ai un fils. Tu vois, c'est le seul truc dont il aura besoin de moi. Et voilà, c'est la seule chose. Après, il y a des gens que j'aime aussi, mais bon. Ouais, bah en fait, le seul moyen, en fait, la seule joie que tu vas trouver là où tu en es là, c'est par le goût de la présence. C'est-à-dire que là, je ne te parle pas d'une pratique méditative classique, mais je te parle du goût de la présence dans le sens, alors soit tu as ce qu'on appelle une divinité d'élection ou un être qui t'inspire, etc. Et quand tu penses, ça crée de l'ouverture intérieurement. Et dans ce cas-là, tu vas prendre ça. Soit tu aspires à un état d'être. Et dans ce cas-là, tu vas répéter intérieurement le mot qui correspond à cet état d'être. Par exemple, la paix, la joie, l'amour, l'amour. De manière à ce que ton mental, il focalise là-dessus et que tu puisses trouver cette plénitude à l'intérieur. Là, tu n'as pas le choix. Tu ne peux plus le trouver à l'extérieur. Donc, il faut que tu goûtes à l'intérieur. Tu ne pourras pas revenir en arrière. Même si tu fais du crossfit ou quoi que tu fasses. Mais ça aussi, c'est fini. Ça me dit, il n'y a plus rien qui me dit rien. Rien ne va t'intéresser. Oui, normalement, il n'y a que la présence. C'est normal. Et donc là, tu n'as pas le choix. On va dire que tu es sur le tremplin final. C'est ça. Tu n'as pas le choix. Et j'ai toujours eu beaucoup d'énergie et de choses comme ça, physiques. Je ne sais pas si vous vous sentez. Au niveau des pieds, des mains, voilà, énergétiquement. J'ai une copine... énergétiquement, on a des trucs de fou, quoi. Bon, elle est plus éveillée. Elle est à 90% éveillée. Là. Mais même les trucs énergétiques, à un moment donné, même ça t'intéresse plus. Oui, ça m'intéresse plus. C'est ce que je dis. C'est le film, c'est du délire. Ce que j'ai aussi compris, c'est que j'ai rencontré du monde. Il y en a, ils croient aux entités, ils croient, je ne sais plus quoi, aux petits. Si demain, je crois aux extraterrestres, on va en voir, quoi. J'ai compris que tout ce qu'on. Enfin, j'ai compris. Je crée ça. Que tu veux voir ou tu vas le voir, quoi. Il y a des clubs qui croient à ci, il y a tout, quoi, comme il y a tout sur Internet, quoi. Ouais. Donc même les croyances, ça t'intéresse plus. Donc en fait, il n'y a plus rien qui t'intéresse. Le seul truc qui peut encore t'intéresser, c'est de goûter la présence, de goûter le fait d'être. J'essaye des fois de rentrer. Hein, voilà. Donc ça peut se faire en regardant des satsangs et en goûtant le fait d'être en même temps que tu regardes les satsangs. Ou sinon, si tu es plutôt de nature contemplative, donc pas forcément de méditation formelle, mais tu vas regarder les arbres, tu vas regarder les oiseaux, etc. Et tu goûtes la présence à travers des choses toutes simples comme ça. Ça ne m'intéresse pas. Hein. La nature, c'est marrant. Pourtant, j'habite au milieu des bois. Ça dépend de chacun, tu vois. Voilà, c'est ça. Donc,
C'est plus introspectif en moi, je pense. Voilà, c'est ça. Oui. Donc, là, tu n'as pas le choix d'aller jusqu'au bout. Il faut vraiment que tu ailles jusqu'au bout. Et après, ce qui va vraiment te faire marrer, ça va être tout l'inverse. Après, tu vas trouver que tout est génial, que le moindre truc, c'est comme un bébé. Tu sais, un bébé, il est capable de regarder sa main pendant 1 heure et de faire « Ouais, c'est génial, une main ». Ben, ça va te faire pareil. Okay. Il y aura de l'émerveillement pour tout. Mais là, tu es dans une phase on va dire, d'hyper intériorisation. Ouais. Mais tout le monde y passe. Hein. Ouais, c'est d'habitude. Avant, j'ai quelqu'un qui pose beaucoup de questions et tout, et vous écoutez hier, j'ai dit, j'ai rien à dire, je veux rien dire. Voilà. Et là, j'ai eu besoin de dire ma connerie, histoire de parler avec vous, quoi. Non, mais en fait, ce que tu as dit, ça sert pour énormément de gens, parce qu'il y a plein de gens qui sont démunis en fait dans cette phase-là. Tout à fait. Voilà, c'est pas évident, quoi. Et pourtant, c'est vraiment quelque chose de très classique. C'est vraiment, on le retrouve sur quasiment tous les chemins. Moi, c'est tout le temps là, quoi. Ouais, bien, je vous remercie, je ne vais pas embêter plus les. Non, mais voilà, donc non, mais c'est super. Voilà. Et du coup, je peux en profiter de 2 secondes. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai Manuel qui m'a fait vous connaître. Alors moi, je suis dans une autre phase. Oui. C'est qu'en fait, je suis tellement bien avec moi-même. Je dis que je suis en détachement. Je sais pas comment dire. J'ai plus l'impression que j'ai besoin du lien social. Quand je vois les gens qui sont bloqués sur des choses, je me dis comment ils voient pas. Et en fait, j'ai plus envie de me retirer, quoi. Oui. Voilà. Ah bah, au moins, vous êtes à peu près sur le même… Oui, justement. Ça, c'est plutôt cool, parce que ça peut arriver que ça ne soit pas du tout le cas, et je peux vous dire que c'est très souvent pas le cas. Hein. Dans les couples, c'est compliqué. C'est bien, tous les deux, vous êtes en face. Parce que du coup, je peux entendre que je compte pas pour lui, hein. Ça me pose voilà, c'est ça. Problème. Bah, ça, c'est une grâce. Hein. Je ne l'ai pas choisi, on me l'a imposé. Non, mais c'est vrai. Hein. Non, mais c'est vrai que ça a été particulier. Hein. On a l'impression qu'on n'a pas eu le choix. On n'a jamais le choix. De toute façon, il n'y a pas le choix, ouais. Ouais. Mais c'est super. Donc, il y a un éveil en binôme, alors c'est parfait. Mais elle est au top. Hein. Non, il n'y a pas au-dessus. Il y a une grosse claque personnelle qui m'a expédié. En fait, l'éveil, tout ça, je ne connaissais pas du tout. Et j'ai rencontré Emmanuel, et puis c'est lui qui m'a raconté ce qui m'était arrivé, en fait. J'ai perdu mon fils de maladie. Ça va faire 5 ans dans quelques jours. Et le soir de sa mort, j'ai eu un arrachement, quoi. Un truc incroyable. J'étais sous ma douche, l'impression que j'allais mourir, que j'arrivais plus à respirer, que vous imaginez, on vient de vous arracher vos entrailles, quoi. Et là, pouf, il y a un truc qui est sorti de moi et je me suis vue et j'ai eu, mais ce truc sous la douche, c'est pas toi. Mais non, tu es heureuse, tu es la joie, tu es l'amour. Ouais. Ça, c'est arrivé souvent à beaucoup de… c'est marrant parce que ce que tu décris là, il y a beaucoup de témoignages de femmes qui, justement, ont perdu un enfant et qui décrivent ça, justement. Et là, souvent, c'est arrivé… moi, j'ai eu des cas aussi, dans notre entourage, Pierre aussi, d'éveil, comme ça, spontané, à la suite de ce genre de choses. Et du coup, ma vie ne cesse de s'améliorer, je ne sais pas comment dire, et c'est horrible, hein, mais je vois ça comme une chance qui m'est arrivée. De toute façon, il n'y avait pas le choix. Oui. Et ça a été, et tout est tellement plus beau, plus léger, plus… C'est la même vie, mais elle n'a plus du tout le même goût. Tu sais, en fait, le choc de perdre un être aimé très fortement, ça crée une telle souffrance, une telle douleur que forcément, intérieurement, ça va chercher là où il n'y a pas la douleur, là où il n'y a pas la souffrance. Et là, il y a possibilité d'éveil. Et là, c'est ce qui t'est arrivé. Tu comprends ? Oui. C'est la première fois qu'on met des mots aussi clairement.
j'avais pas d'autre solution. C'est exactement. Ben oui, oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est ça. Et donc voilà. Tout ça, c'était prévu. Hein. C'était dans la mise en scène. Exactement. Dès le départ, c'était prévu. Ouais. Et puis, du coup, voilà, on essaye de… Joyeux maintenant. Et vous comparez pas. Vous comparez surtout pas. Ouais. Non, moi, je parle de l'expérience. Hein. Ouais, voilà. En couple, on se compare des fois, mais essayez de ne pas vous comparer parce qu'en couple, c'est souvent le problème. Oui, bah oui. Voilà. Non, mais c'est assez serein. Je pense cool. qu'il y a une ouverture de cœur, de dialogue. On ne se juge pas. Voilà, c'est… Super. Moi, ça m'a impressionné parce que, si vous voulez, moi, je m'étais amusé à aller chez les bouddhistes faire de la médite et tout. Hein. J'ai aussi fait de la médite tous les jours. Moi, j'ai rien fait. Hein. Oui, elle n'a rien fait. Moi, je connaissais la théorie, mais quand on va voir les bouddhistes et les gars qui méditent 3 ans, 3 jours et 3 heures, là, les lamas, et on demande, mais vous êtes éveillé et tout, et ils disent non. Enfin, ils disent non, je ne suis pas éveillé. Ou on a l'impression que c'est un état qui est impossible à atteindre. Donc, c'est comme si on veut devenir Jésus, quoi. Enfin, bon, bref, ou Moïse, on a marché sur l'eau. Je ne sais quoi. Enfin, il mélange tout, mais peu importe. Voilà. Et quand j'ai rencontré Sandrine, j'ai fait « Waouh !» J'ai tout de suite compris, j'ai tout de suite vu. Et puis, je l'ai vraiment rejeté réellement, Sandrine. J'ai dit « Non, toi, tu ne me plais pas. » Je lui ai dit des bonnes saloperies. Parce que moi, j'allais de femme en femme, quoi. Hein. Et je l'ai rejeté réellement en disant des bonnes saloperies pour la rejeter. Et elle a dit j'accueille ce que tu me dis. Wow. Et là, ça m'a chauffé au truc, ça m'a retourné ça. Et voilà, et je ne suis pas arrivé à m'en débarrasser. Et au bout de 2 mois, j'ai essayé d'aller ailleurs, ça ne marchait plus, rien ne marchait. Hein. Pour faire rigoler les 200 personnes. Et j'étais, voilà, et de toute façon, je sais qu'intellectuellement, c'est la meilleure personne qui existe que j'ai rencontrée. Ça, cool. Voilà, merci. Super. Parfait. Merci à vous. Ouais, merci à vous. Allô. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Allô. Oui. Allô. Oui. Allez-y. Allô, Win. Bonsoir. Oui, allez-y, parlez. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Pierre, bonsoir Gérald et bonsoir à tous. Oui. Donc voilà, je vais vous partager quelque chose que je vis depuis quelques mois. C'est plutôt des états énergétiques et vibratoires qui sont des fois un peu bof, on va dire. Alors je les accueille de plus en plus et de mieux en mieux. Souvent, je suis détachée de moi, mais en même temps, je suis habitée par cette vibration qui est là tout le temps. Surtout, alors au début, c'était au niveau de la tête. Hein, voilà. Maintenant, c'est la vibration dans tout le corps. J'ai lu un ouvrage qui m'a beaucoup amené à ça. C'est Le Prophète de Khalil Gibran. Oui. Je l'ai lu une première fois où là, j'ai rien compris. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bouquin qui m'avait été conseillé par une amie. Et un jour, quelques mois plus tard, ce livre, il m'a appelé. J'ai lu les 3 premières pages et là, j'avais compris. Et là, j'ai dit, oui, c'est ça. Et je ne savais pas, mais j'ai dit, oui, c'est ça. En fait, j'avais compris à travers cet ouvrage comme si j'avais compris la vie d'un seul coup. Et en fait, de là, il s'est accueilli une ouverture. J'appelle toujours ça ma boussole intérieure, au niveau du cœur. Et à partir de ce moment-là, en fait, il y a plein de choses qui se sont passées. C'est-à-dire que j'ai des moments où j'ai de la béatitude quand je me promène. Mais alors, ça se comment c'est plutôt par les pleurs que ça arrive. Il y a quelque chose d'heureux, mais en même temps, c'est quelque chose qui pleure, mais qui pleure de joie, en fait. Et en même temps, je me demande s'il n'y a pas une souffrance derrière ça. Mais c'est quand même très, très heureux quand j'ai des moments de béatitude comme ça, ou quand c'est dans la nature, souvent, beaucoup d'interactions avec les arbres. Alors, les arbres, ça me parle énormément.
je suis souvent dans ces états-là, en fait, ou par la lecture, ou dans la nature. Voilà, ces états-là se révèlent souvent par ça. Et ça t'embête? Non, ça m'embête pas. C'est que c'est pas tout le temps comme ça. Et j'aimerais bien que ça soit tout le temps comme ça. Voilà, il y a des moments. Ah bah oui, voilà. c'est ça. Ouais. Alors le truc. Il y a des moments où il se passe rien du tout, mais en même temps, voilà. Et il y a des moments où c'est puissant, où voilà, je suis amenée. C'est voilà, c'est très bien. Hein, il y a des choses très belles qui se passent. Hein. Alors, voilà, des fois, c'est une phase en fait sur le chemin où tu as des. Enfin, en tout cas, ça s'est vécu comme ça aussi pour Pierre, pour Gérald aussi. Oui. Il y a des phases où tu peux avoir des états extatiques ou des états énergétiques, des états de béatitude, etc. Et effectivement, alors ça, à un moment donné, ça va s'harmoniser, on va dire, et ça va se stabiliser quelque part. Ça va plus vite de la même façon. Pourquoi? Parce que en fait, dans un état extatique, tu ne peux pas fonctionner sur le plan humain. Donc, tu as quand même besoin de baisser un petit peu d'intensité pour pouvoir interagir dans le monde. Parce que si tu pleurais tout le temps, toute la journée, puis que tu étais. Il y a certains états extatiques où tu ne peux même pas tenir debout, quoi. Exactement. Tu es complètement. Voilà. Et en fait, ou même tu as certains états extatiques qui sont douloureux. C'est tellement ton corps. Donc, en fait, ça va s'harmoniser. Quand tu vis ça, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte de nettoyage de tout le système énergétique. C'est en train de tout fluidifier, on va dire, pour que tout. Comment dire, c'est comme si tu avais des petits tuyaux et que tout s'ouvrait et que tout pouvait mieux circuler. Et alors, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'au quotidien, ce côté-là va devenir, comment dire, ce sera plus une douceur. Ce sera plus tranquille. Ça va plus vivre comme des espèces de trucs hyper forts comme ça qui peuvent te. Voilà. Enfin, il n'y a plus ce genre de pic comme ça. À un moment donné, ça devient équanime. Voilà. Alors, j'ai déjà ça souvent. J'ai juste à fermer les yeux et il y a le calme qui est là, qui est installé. Voilà, et en fait, ce calme-là, maintenant, j'arrive aussi à l'avoir quand je suis, on va dire, les yeux ouverts, enfin que je vis toute la journée. Je suis toujours dans ce calme. En fait, j'essaye de rester dans ce calme et de voir à travers ce calme, en fait, ce qui se passe devant moi. Ça. Enfin, voilà, c'est ça. Et je suis vraiment... depuis quelques mois, je suis plus dans ce calme, mais j'ai encore ces moments où quand j'ai des grands moments de béatitude où je pleure, mais je ne peux pas m'arrêter tellement c'est puissant et je sens que ça vient du cœur. Je sens que ça vient de là et je ne peux pas faire autre et je ne peux plus m'arrêter quoi. Tellement c'est beau, quoi, tellement c'est grand quoi. Enfin voilà. Et c'est beau de vivre ça. Attention, c'est très très beau. Oui, c'est très chouette. bien. Hein. Mais ne le recherche pas en permanence parce que de toute façon, ce serait invivable en permanence. Donc ne le recherche pas parce que de toute façon, c'est pas ça. C'est pas dans ce sens-là. La réalisation n'est pas dans ce sens-là. C'est pas par là que ça se passe. Mais c'est possible que ça se manifeste spontanément. Mais ça sert à rien de le rechercher parce que de toute façon, c'est un état extatique, c'est un état et tous les états passent. Donc ça se situe pas là. Et même, je dirais, si tu t'y accroches, la souffrance n'est pas loin. Parce que quand on s'accroche aux états extatiques, on en souffre après. Oui, mais justement parce que c'est des états très subtils. Donc, c'est proportionnel la souffrance qui peut venir après. D'accord. Donc, il faut éviter de s'y accrocher. C'est une expérience, c'est un état seulement. Ça s'arrête là. D'accord. J'avais juste une deuxième petite question. En fait, la nuit, il m'arrive de ne plus pouvoir bouger. Je suis éveillée, mais je ne peux plus bouger. C'est normal. Mon corps voudrait bouger, mes yeux voudraient bouger, tout voudrait bouger, mais c'est comme si j'étais en fait figée. Je suis figée et je peux pas faire autrement. Je peux pas lever le bras, je peux rien faire. Donc je laisse passer, je l'accueille, parce que j'essaie d'accueillir au maximum les choses qui arrivent, forcément. Et des fois ça dure un petit peu, des fois ça dure pas longtemps. Enfin voilà, c'est des moments. La nuit, c'est que la nuit évidemment, où là, je suis réveillée et je peux plus bouger. Mon corps voudrait bouger, mais c'est pas possible. Mais c'est normal. Ça se fait pas. Bien sûr.
C'est normal. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu es dans cette phase-là, il y a une paralysie au niveau du corps physique parce que le corps astral est légèrement déboîté par rapport au corps physique. En fait, tu es en pré-sortie astrale. C'est ça. Donc, c'est pour il y a ça un déboîtage. C'est pour ça que ça fait ça. Ouais. Voilà. À chaque et, fois et, voilà. Et le fait que le corps veuille bouger, c'est normal, c'est des réflexes en fait par rapport au cerveau physiquement. C'est-à-dire qu'il a des réflexes de faire mouvoir à un moment donné, quand il repère une situation qui n'est pas normale, de ne pas pouvoir bouger, c'est pas normal. Ça met un paradoxe à l'intérieur au niveau du fonctionnement cérébral. Donc du coup, il veut absolument faire bouger le corps. Mais en vérité, il faut simplement que ça soit accueilli. Parce qu'il y a une expérience à ce moment-là qui se fait, effectivement, comme le dit Pierre, il y a un déboîtage à un moment donné. Il y a un décalage au niveau de l'astral, au niveau du corps astral. Ouais. D'accord. Et ça aussi, ça passera. Exactement. D'accord, ok. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. Plaisir. Merci pour tout. À bientôt, merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est bon, vous m'entendez? Oui, on t'entend. On t'entend. Bonjour Gérald, bonjour, c'est Pascaline. Ouais, bonjour salut Pierre. Pascaline. Salut, d'accord. Ouais, ça va. Oui, ça va. Je suis contente de vous voir. Alors, ça rejoint un peu les témoignages des 2-3 personnes d'avant, c'est-à-dire que je sais que tout est un, je vois bien que, enfin, je le sais, mais je le vis pas. Et en fait, il y a aussi la période où j'ai goût à rien, en fait. Le seul truc que je goûte en ce moment, c'est que j'ai déménagé de Paris et que je suis en Bretagne et voilà, et j'ai pas envie de faire de méditation, j'ai envie de rien faire du tout. La seule chose que je fais, c'est effectivement contempler le ciel parce que j'ai la chance d'avoir déménagé dans un appartement avec un balcon il y a des couchers de soleil incroyables tous les jours et des oiseaux, enfin, ça me change. Ouais. Donc, c'est la seule chose que j'arrive à faire à peu près. Oui. Et depuis que j'ai su que j'avais vendu mon magasin de fleurs à Paris, il y a une énorme confiance qui s'est installée, enfin pas énorme, mais une confiance complètement stable. De temps en temps, j'ai des agacements ou j'ai une amie proche qui est morte. Bon, bah voilà, il y a eu de la tristesse, il y a des fois il y a des agacements parce que les gens ils conduisent pas assez vite, voilà. Bon. Mais en même temps, il y a un truc qui est stable, hein. Il y a plus de haut, de bas, etc. Et en fait, la seule chose, bon, bah, j'ai compris qu'on pouvait pas, avec la pensée, accéder à je vis, je suis tout, que tout est un. Et je me demandais ce qui pourrait bloquer éventuellement, c'était parce que j'ai beaucoup de pensées sur la mort. Alors moi, j'ai pas peur de mourir parce que je sais qu'on meurt pas vraiment, il y a que le corps qu'on quitte, mais j'ai l'impression que c'est lié à un attachement à mon fils, en fait. Voilà. Tu as peur que ton fils meure ou tu as peur d'être séparé? Non, moi. Que moi, je meurs. T'as peur de le laisser tout seul? Oui, c'est ça. Voilà, ok. D'ailleurs, quand je le dis, il oui. y a un truc qui monte. Oui, ça s'entend. Alors, en général, ce qu'on a peur pour les autres, c'est des choses dont on a peur pour soi. Donc, est-ce que toi-même, tu as eu le sentiment d'être abandonné? Ah oui, moi, j'ai vécu l'abandon de façon importante. Oui. Ouais. Donc, il y a certainement à ce niveau-là où il y a quelque chose à aller voir. Ce qui est sûr, c'est que quand il y a une émotion qui se révèle, quand tu as parlé là, à propos de ton fils, il y a une émotion qui se révèle, c'est qu'il y a encore quelque chose à conscientiser par rapport à ça. Donc, il y a une croyance derrière. Il y a une croyance derrière cette émotion. Qu'est-ce qu'a dit l'émotion? C'est une tristesse? C'est une colère? Ouais, c'est une tristesse. J'ai l'impression que c'est je suis pas assez bien pour qu'on m'aime. Ah oui, ok. Ah oui, ok. Ouais. Ouais. C'est assez classique. Oui. On la retrouve beaucoup celle-là. Oui. Alors, ça c'est résolu par le fait. En fait, donc ça induit la croyance que tu pourrais manquer d'amour. Oui. Et en fait, ça c'est résolu par le fait de trouver directement l'amour dans le vécu direct. Oui, c'est-à-dire en toi. Exactement. En plus profond. Donc, c'est résolu par le goût de la présence, le goût de être. Il y a le calme. En fait, en général, il y a une progression dans le goût du vécu de être. C'est-à-dire, d'abord, tu sens le calme, c'est la base.
parce qu'il n'y a pas de perception, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas les 5 sens, donc forcément que c'est plus calme. Et puis, juste après ça, tu vas commencer à sentir une joie, parce que c'est la joie d'être libre. Tu sens que tu es libre des pensées, tu es libre des émotions, etc. Je commence à le sentir, ça. Voilà. Et après la joie, tu vas commencer à sentir qu'il y a amour, parce que en fait, la vie, par essence, justement, comme on dit souvent, elle prend soin de la vie et elle est en unité. Tout prend soin de tout le temps. Bah oui, d'ailleurs, ce qui est marrant… Vas-y. Non, ce qui est marrant dans ce que tu dis, c'est que justement, je me suis… à travers cette croyance, j'ai usé mon corps très fortement et je me suis même sacrifiée dans mes envies. Et là, aujourd'hui, en même temps que j'ai réussi à vivre, on s'entend, en Bretagne, j'ai été voir un médecin du sport parce que j'ai un problème au cou, parce que j'ai de l'arthrose au niveau des cervicales. Et il m'a conseillé de voir un kiné. Et ce kiné m'a dit hier, il m'a dit, mais moi, je vais prendre en compte tout ce que vous m'avez dit et je vais vous accompagner dans votre rémission. Et ben là, il y avait une joie énorme parce que effectivement, la vie prend soin de la vie. En fait, j'avais enfin trouvé quelqu'un qui allait soutenir dans ce cheminement. Ouais. Et donc, quand tu réalises que ça, c'est la nature même de la vie, du coup, tu n'as plus de crainte, même pour tous tes proches, puisque tu sens, tu sais, non seulement tu le sais, mais tu sens qu'il y a une force qui prend soin, par exemple, de ton fils, tu vois. Ça prend soin automatiquement. C'est pas toi, Maë, c'est pas toi, Pascaline, humainement, qui fait respirer ton fils. C'est pas toi qui fait battre son cœur. Ça travaille tout seul. Mais ça, je le sais, mais je le dis pas. Donc, il y a bien une force qui fait tout et qui prend soin. Ouais. Et voilà. Je voulais rajouter un truc. Ce qui est important, c'est que si ça se présente en plus sous la forme d'une impression, d'un sentiment de mort, enfin que ça apparaît par ça, la mort, ça représente aussi quelque part la transformation, justement. Oui. Donc, c'est lié aussi à ça. Ça veut dire qu'une fois que tu auras vécu cette expérience la peur de mourir pour les autres, et entre autres pour ton fils, par exemple, d'accord, mais en vérité, ça te touche toi aussi, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond qui va se transformer quelque part, qui va se transcender pour justement pouvoir vivre la présence pleine et entière. C'est pour ça que ça parle de mort aussi. Oui. Tu vois, il y a quelque chose d'autre derrière, de très profond. Donc, il n'y a rien à faire. Non. Effectivement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, tous les petits attachements, les choses qui font que tu n'es pas totalement libéré, tout se révèle, tous les petits attachements se révèlent, ça se conscientise tout seul, et quand ça se conscientise, ça lâche. Et des fois, c'est des attachements très, très subtils. Ouais, bien sûr. Tu vois, par exemple, les moines en Inde, des fois, ils sont attachés à leur robe orange. Ouais. Ils croient être détachés parce qu'ils ont tout quitté et en fait, ils sont super attachés à leur robe orange. Tout à fait. Donc, c'est des attachements fins, très fins, et tu les perçois avec le goût du calme, ça se révèle automatiquement. Bien sûr. Tu les vois. Ouais, et puis il y a aussi des attachements. Enfin, moi, je me disais, bon, là, je travaille pas enfin pendant longtemps. Je sais pas, même si je vais travailler demain ou dans 6 mois, dans 1 an, je m'en fous en fait. Mais je m'étais toujours dit, je vais continuer avec les fleurs. Il y avait un attachement à travailler avec les fleurs. Et ben, il y a quelques jours, je me suis dit, puis pourquoi pas faire complètement autre chose. Bien sûr. Et il y avait aussi un attachement à, voilà, parce que voilà. Ouais, un attachement à l'agissant. Un attachement à. C'est ça. Oui, parce que quelque part, elles m'ont accompagnée depuis toute petite. Les fleurs, elles sont venues me chercher. Donc, il y avait quelque chose comme ça avec les fleurs qui m'avaient sauvé la vie ou qui m'avaient accompagnée dans… Oui, exactement. Ouais, mais sauf que ça, c'est la vie du personnage. Oui, exactement. Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça que j'étais contente de me dire, bon, bah voilà, j'ai aussi dépassé l'attachement aux fleurs. Ouais. Oui, bah oui. C'est ça. Mais il y a des choses qui se révèlent au fur et à mesure. En fait, le détachement se crée tout seul, sans forcer, sans te dire je vais me détacher de tout, etc. Parce que là, ça, c'est le meilleur moyen de se planter. Mais en fait, ça se fait tout seul. Tu vois ce qui crée des attachements en toi et pouf, ça lâche. Dès que c'est vu, ça lâche. Mais là, par exemple, là, ce kiné, il va m'aider aussi à reconstruire mon corps physiquement parce que ça fait des années que je suis obsédée aussi par
par le physique, parce que moi, j'ai une valeur que le personnage, ou je sais pas, la conscience à travers moi c'est la beauté. Et pour moi, la beauté, c'est la beauté athlétique. Et là, comme je me suis dit, mais il faut détacher de ça aussi. C'est aussi un attachement. Et ben là, le gars, il me dit, mais non, je vais t'accompagner, c'est important parce que c'est ça qui va te ramener à la vie. Oui, bien sûr. En fait, ce qui se passe souvent, très souvent, ce qui se passe, c'est que pour être détaché de quelque chose, encore un grand paradoxe, souvent on la réalise. D'accord. Souvent, tu réalises le truc et après, ça lâche. Ouais. Donc ça peut arriver que tu vas sans doute le réaliser. Et après, ça a lâché. C'est ça. Ok. Bon, merci beaucoup. Ouais, merci. Salut. Salut. Bonjour. Ah bah tiens. On est encore deux. Salut. Allez-y, bonsoir à tous. Ah, c'est Michel d'abord? Non, allez-y. Non, vas-y, Isabelle. Merci. Bon, alors oui, en fait, moi, ça fait écho vachement à ce que j'ai vu dernièrement. C'est que l'acceptation de la limite complète et entière, elle nous emmène justement là où on cherche tous à aller, entre guillemets, quoi. Et donc, je venais voir avec vous si ça a du sens quelque part, ce truc-là, d'accepter complètement la manifestation, le corps tel qu'il est, les émotions telles qu'elles sont, ah bah oui, carrément. Tout, les pensées comme elles sont, c'est-à-dire là, c'est tout, c'est-à-dire la limite, elle est ce qu'elle est. Enfin, je sais pas comment le dire en fait, mais ça m'a emmené là où j'ai vu que c'était ça l'illimité en fait, que oui. Je sais pas comment dire. Là, en fait, quand tu fais ça et quand tu conscientises les limites, c'est comme si quelque part tu t'élevais au-dessus d'elle et tu prenais conscience de ce en quoi les limites émergent. Exactement. C'est très clair ce que je dis. Mais c'est ça. Voilà, c'est ça en fait. Mais c'est ça. C'est exactement ça. Merci Pierre. Ouais. Donc voilà, et en fait, après, tu en rigoles parce que ces limites que ce qu'on appelle des limites, tu te rends compte qu'elles n'apparaissent que dans un plan d'une certaine dimension, mais pour ce que tu es, qui est hors dimension, il n'y a aucune limite. Exactement. Ouais. Et donc, ça devient un objet, et cet objet est simplement là et apparaît et émerge simplement pour que tu fasses l'expérience qu'en vérité, tout doit être accueilli et qu'il n'y a pas de limite. La compréhension, elle est derrière ça. Donc, du coup, voilà, tout est accueilli, c'est comme c'est, en fait. C'est comme c'est. C'est comme c'est. Et elle est là, la perfection. Oui. Enfin. Bon. Cependant, il y a toujours identification au corps, quand même, vachement. Oui, mais ça, c'est la même chose. Ça, c'est la même chose, c'est-à-dire que lorsque tu vois. C'est la limite, mais c'est ça. Quand tu vois clairement. Voilà. C'est pareil. C'est ça, c'est la croyance que tu as là-dedans, quoi. Oui. Voilà. Ok. Bon, merci. Oui. Merci à toi. Il y a une planification sans peine. C'est écrit. Je ne sais pas si tout le monde. Je ne sais pas qui a mis ça en place. Voilà. Salut. Voilà. Nous l'avons enlevé. Non, c'est quand même drôle. Voilà. Donc, planification sans peine. Ensuite, qui parle? Salut. Gareth? Oui. Salut Gareth. Salut. Alors moi, du coup, je voulais faire un témoignage par rapport au parcours de ce personnage. J'ai eu un passé du coup très lourd et en fait, j'étais pas du tout aligné. J'ai eu un mental qui a été falsifié et j'ai créé un problème physique il y a 5 ans et ça fait 5 ans que je suis bloqué physiquement. Donc j'ai été opéré il y a 9 mois. Mais le chirurgien, il m'a dit que ça serait long. Alors, j'ai eu des avant-goûts un peu d'éveil, mais c'est vrai que j'ai encore des résistances parce que je ne comprends pas pourquoi la vie a créé toutes ces souffrances et je ne peux pas savourer pleinement de la vie physique vu que le blocage m'empêche de faire pas mal de choses pour l'instant. Et ça fait 5 ans que ça dure. Voilà. La saveur de la vie, en fait, elle n'est pas liée. Alors, il y en a qui s'amusent. Ouais. Elle n'est pas liée à ce qui se vit au niveau physique.
Hein, il y en a qui font des jeux de cartes. Donc, en fait, la condition, ce qui se passe au niveau du corps physique. Merci pour le partage d'écran, s'il vous plaît. Merci pour laisser la place à Pierre. Bon, après, ça ne me gêne pas, hein, je peux parler quand même. Désolée, je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Ce n'est pas moi qui manipule ce jeu de cartes. Donc, voilà. Je suis complètement désolée, mais voilà, visiblement. Il faut fermer la page. C'est pas un problème. Ouais, donc en fait, Gareth, pour répondre à tes questions, c'est pas à ce niveau-là que ça se passe. C'est-à-dire que y a énormément de gens qui ont une condition physique où il n'y a aucun problème, et pourtant, ils sont quand même pas heureux, tu vois, et ils sont pas. Ils peuvent même être dépressifs, etc. Ça ne se situe pas là. Et je connais aussi des sages qui sont à l'inverse, qui ont un certain âge, on va dire, et puis que physiquement, il y a plein de trucs qui partent en cacahuète. Bien sûr. Et pourtant, ils vivent la béatitude constamment. Donc, oui. Tu vois, vraiment, ça ne se joue pas ici. Et je comprends qu'il y ait quelque chose en toi qui a envie de changer les choses. Et c'est possible que… Qu'est-ce qui se passe exactement? Tu peux décrire? En fait, j'ai une névralgie pudendale, en fait. Donc, c'est le nerf bloqué au niveau du périnée. Donc, tu ne peux pas avoir de vie sexuelle, tu ne peux pas faire de sport, tu ne peux pas bouger. Donc, sur le plan physique, ça fait 5 ans que c'est bloqué. Et le chirurgien, il m'a dit que là, ça allait se libérer, mais que ça serait encore… ça serait long et qu'il fallait être patient. Et c'est vrai que bon, c'est quand même lourd, c'est quand même assez lourd, et du coup, il y a le mental qui se nourrit un peu de ça, et il y a des tensions, puis forcément, il y a la douleur, voilà. Ouais. Tu peux tout à fait, on va dire, mener les deux en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a des moments où comment dire, tu vas dans l'intériorité, et le fait d'aller dans l'intériorité, ça va au moins te permettre de trouver un havre de paix et de pouvoir te poser par rapport à ça, te relâcher par rapport à ça. Et en même temps, quand tu reviens sur le plan relatif dans la vie de Gareth, tu suis l'intuition et les élans pour continuer à faire ce qui se manifeste par rapport à ça, ce que tu as à faire par rapport à ça. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que alors déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, en étant dans le silence, en étant dans la quiétude, tu vas avoir plus d'ouverture et de solutions qui vont se manifester pour pouvoir trouver quoi faire, comment faire. Et puis, il y a des rencontres aussi qui peuvent se faire. Et puis, en définitive, tu verras qu'il y ait rémission totale ou guérison totale, ou qu'il n'y ait pas guérison totale, en définitive, ça ne changera rien pour ce que tu es, en définitive. Mais je t'invite de toute façon à faire comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à laisser la vie prendre soin de la vie, c'est-à-dire que tu vas avoir forcément des élans. Apparemment, tu as l'air quand même il y a l'air d'y avoir l'élan de vouloir être dans un processus de guérison et de rémission. Donc, donc suis cet élan, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de mal, je veux dire, à prendre soin du corps, etc. Donc, vas-y complètement, mais tout en gardant quand même à l'esprit que la quiétude, la joie et l'amour que tu recherches, c'est accessible, c'est dès maintenant accessible dans l'intériorité. C'est déjà là. Ça ne dépend pas de la pathologie. Ça ne dépend pas de la pathologie. Ce que tu veux vivre, la plénitude que tu veux vivre et que tout le monde veut vivre ne dépend pas de la condition du corps physique, ni même de la condition du mental, ou même du corps énergétique, peu importe. C'est pas là que ça se passe. Donc voilà, après en France, il y a plein de super thérapeutes. Je les connais pas tous, mais il y a plein de gens qui peuvent aider à ce niveau-là. C'est un nerf qui est coincé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et là, j'ai été opéré il y a 9 mois. Parce que tu es tombé? Non, j'ai eu un accident. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai vraiment eu D'accord. Donc, en fait, c'est un nerf qui est coincé et du coup, maintenant, tu ressens moins les choses. Là, c'est en train de se débloquer, mais c'est vachement handicapant
pour faire pas mal de choses, notamment pour avoir une vie sexuelle ou pour faire des déplacements. Bon, je peux un peu marcher maintenant, mais avant, je pouvais même pas m'asseoir plus de 10 minutes, quoi. Et il y a eu 3-4 ans que ça a été extrêmement lourd, et c'est là où ça m'a amené aux premières phases de détachement, parce que j'étais obligé de me détacher de tout ça, quoi. Ok. D'accord. Mais en même temps, il y a la confiance en la vie, parce que tu vois, il y a déjà une amélioration, donc essaie de rester dans cette confiance intérieure. Et puis en même temps, essaie de cultiver quand même toujours le calme, parce que c'est toujours là qu'il y a les réponses, c'est toujours là qu'il y a la boussole intérieure fonctionne le mieux, c'est là que ça va te dire où aller, quoi faire, etc. Voilà. Et puis tu verras au bout du compte que, comme je te disais, la plénitude, au bout du compte, se situe pas là. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Oui, voilà. C'est ça. Bah oui. Voilà. Ah, merci beaucoup, hein, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi. Est-ce que je peux prendre la parole? Oui. Vas-y. OK. Bon, ben bonjour tout le monde. Ici à Québec, c'est pas bonsoir, c'est bonjour. Ah oui. Oui, bah oui. Bon, moi, j'aimerais bien être guidée dans qu'est-ce que je vis présentement. Pour faire une histoire courte, je suis en couple avec ma conjointe, ça fait 30 ans. Puis, j'ai rencontré une autre personne avec qui j'ai eu une aventure que j'ai avouée, qui a été pardonnée, mais je suis encore attachée aux deux personnes. Puis, j'aurais bien aimé continuer avec les deux parce que pour moi, c'est simple. On dit toujours que c'est un jeu, puis je me dis dans le fond que c'est la conscience qui a le goût de se manifester de cette façon-là. Mais les deux personnes, ils n'ont pas du tout la même perception que moi. Fait que de leur dire, entrons dans le jeu et jouons tous ensemble. Elles ne sont pas partageuses. Non, exactement. Moi, je suis prête à partager. J'ai un grand cœur, je me sens illimitée. Je ne vois pas pourquoi que je me limiterais dans mon amour et dans mon partage, mais on ne voit pas les choses de la même façon. Puis moi, ben, dans le fond, avec la pratique, je sais bien qu'il y a beaucoup de souffrance par rapport à cette situation-là. Puis je sais que le fait de m'identifier à mon personnage puis de croire à mes pensées entraîne toutes ces souffrances-là. Puis j'ai de la misère aussi à voir les deux autres personnes, mais j'ai l'impression qu'ils souffrent encore plus que moi parce que moi, quand je prends du recul, bien, je suis capable de prendre ça justement plus simple. Puis je me dis, ben c'est une expérience tout simplement que je vis, que la conscience vit à travers moi. Fait qu'avec du recul, je suis capable de bien supporter la situation, mais c'est quand que je vois les deux autres autour de moi qui souffrent, ben là, c'est parce que là, je suis partie en appartement, ça fait à peu près 2 semaines. Fait que ma conjointe, on se parle puis on se voit, mais elle trouve ça difficile parce que dans le fond, elle ne comprend pas pourquoi je suis partie parce qu'on a quand même une belle relation. Moi, je l'aime encore, mais j'aime l'autre, puis ils ne veulent pas me partager. Puis je me dis, je vais prendre du recul. Puis là tu es dans un appartement toute seule, du coup, c'est ça? Oui, ça fait à peu près un petit peu plus que 2 semaines. J'ai pris un appartement justement pour prendre un recul puis essayer de voir un peu plus clair, mais j'ai de la misère un peu là. Eh bien, là, c'est par le silence que tu auras la Exactement. C'est-à-dire que c'est dans le calme. Alors, c'est comme une retraite. Ouais, pour cette question-là, c'est pas un sujet qu'on a très très souvent parce que, mais il y en a quand même. Oui. Donc là, tu parles un peu du sujet polyamour que tu vis. C'est-à-dire que toi, tu vis vraiment le polyamour, c'est-à-dire que tu es amoureuse de 2 personnes en même temps. Ça existe, il y a des gens comme ça. Mais le truc, c'est que c'est pas forcément courant. Et les seuls cas où c'est possible qu'il y ait une relation polyamoureuse, c'est quand tout le monde l'est. Exactement. Autant dire que c'est assez rare que ça puisse fonctionner. Ah, bah c'est assez exceptionnel. Ouais, c'est quand même assez rare. Donc, la seule possibilité pour toi, c'est soit tu tombes avec 2 polyamoureuses qui sont comme toi, ou soit tu as l'élan, enfin, tu vas sentir intérieurement qu'il faut faire un choix. Et une fois que le choix sera décidé,
là, ce sera beaucoup plus cool à vivre parce que tu ne seras plus dans le doute. Là, ce qui fait que c'est douloureux, c'est que tu doutes. Tu doutes, tu ne sais pas en fait. Et une fois que ce sera tranché et que boum, tu sauras, ça va lâcher. Oui. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir un petit deuil à faire pour toi, pour l'une de ces deux personnes. Mais voilà, si tu veux continuer avec l'une de ces deux personnes, il va falloir choisir, quoi. Enfin, c'est pas un choix, en fait. C'est pas un choix, c'est qu'en fait, ça va se manifester de par le cœur. Tu vas sentir ce qui est comment dire, juste dans le mot sage, pas juste dans le mot moral, mais juste dans le sens ce qui doit être. C'est ça, évident. Évident, ouais. Donc, mais c'est ça, ça me fait rire parce que quand tu es venu à Québec, j'ai été te voir, puis je pense que j'ai posé 3 fois la question parce que j'étais dans cette situation-là. Je t'ai posé 3 fois la question par rapport au choix. Est-ce que c'est nous qui faisons les choix? Parce que j'ai pas le goût de faire ce choix-là. Fait que je t'ai posé 3 fois la question, est-ce que c'est nous qui faisons le choix? Est-ce que le libre arbitre existe? Je revenais toujours à ça parce que, dans le fond, c'est comme si je ne veux pas aller vers là. Je n'ai pas le goût de faire le choix. Fait que là, dans le fond, j'ai fait le choix d'aller en appartement. Puis là, je m'assois sur mon divan. Puis à un moment donné, je me dis, la réponse, j'attends justement qu'il y ait une évidence qui arrive. OK. Ben, c'est ça, en fait. En fait, il n'y a pas de choix. Il y a juste des évidences qui se manifestent. Exactement. Et donc là, ça a été évident pour toi qu'il fallait se mettre en appart pour avoir du recul. Ouais. Et à un moment donné, c'est évident, c'est sûr que tu vas savoir exactement ce qu'il faut faire. Et peut-être même que ce serait, je ne sais pas, de plus voir les deux. Enfin, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que dans le silence… Il y a plusieurs possibilités. Hein. Ouais. Parce que en fait, la plupart du temps, on se réduit. Le mental réduit les perspectives de possibilités. Alors que si tu es dans le silence, tu vas voir clairement ce qui doit se faire. Tu vois, des fois, la question, c'est est-ce que je dois être plutôt avec celle-là ou avec celle-là? Et puis la réponse, c'est fais le tour du monde. Tu vois, donc ça n'a aucun rapport. Tu vois, la réponse, quand elle va arriver, sera évidente et c'est possible que ce soit quelque chose que tu n'aurais jamais pu envisager avec le mental. Je ne sais pas si c'est clair. Tu vois, ça va se manifester et c'est un truc que tu aurais peut-être plus jamais prévoir, enfin jamais. Voilà, c'est ça, un truc auquel tu t'attends pas, quoi. Tu vois, mais la question, quand on parle de réponse, mais la question, je me demande même, la question, c'est quoi la question qu'il faut que je pose? En fait, il n'y a pas de… La question, bah, si, tu peux dire qu'est-ce que je fais. C'est tout. Comme ça, c'est ouvert. Ouais. C'est vaste. Voilà. La question, c'est pas qui choisit entre elle ou elle. Non. La question, c'est qu'est-ce que je fais. Exactement. Voilà, demande qu'est-ce que je fais et tu vas voir que ça va répondre. C'est bien. Oui. C'est tout simple. Ah, c'est hyper simple. C'est ça. OK. Merci. Et voilà. Bah, merci à toi. Merci. Je peux poser une question? Oui. Oui. Merci. C'est une petite question en fait. Tu as répondu en partie tout à l'heure au sujet de Ramana Maharshi. Je suis en train de lire l'enseignement de Ramana Maharshi. Je lis tous les soirs un petit peu. Alors, je dois être à la page 860 et je ne suis toujours pas éveillée, donc c'est ce qu'on a dit. Remboursé. Remboursé. Non, vraiment. Non, mais des fois, j'ai une petite confusion. Quand je suis posée tranquille, je ferme les yeux, j'observe mes pensées ou la respiration. Est-ce que c'est juste de dire que ceux qui observent la pensée, c'est le personnage, et que ça se passe, l'espace dans lequel cela se passe, c'est la conscience? Tu as dit ceux qui observent la pensée, c'est le personnage, c'est ça que tu as dit? Oui, quand j'ai les yeux fermés et que j'observe mes pensées arriver ou la respiration, par exemple, ouais. Je me dis, mais qui fait l'action, enfin, qui observe? C'est quand même le personnage. Non, justement, non, c'est pas le personnage qui observe. Puisque tout ce qui est de l'ordre du personnage est observé. Donc, c'est Drishti, dans les Yoga Sutras, où il parle de Drishti, le témoin.
c'est la conscience. Donc, quand j'observe, c'est la conscience. Donc, je sens que je suis dans un espace calme, tranquille. Non, attends. Un petit rectificatif. Okay. Le témoin est une étape de la compréhension du, comment ça s'appelle, du soi. C'est une étape seulement. Parce qu'il y a encore un témoin qui observe un objet est observé par un témoin. Donc ça, c'est pas encore... voilà. Il faut remonter encore le fil, ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Il y a quelque chose en amont de tout ça. Ok, mais quand j'observe la pensée, alors je suis quoi, le témoin, le drishti? C'est pas quand j'observe la pensée, en fait, ça s'observe tout seul. Est-ce que tu es témoin, est-ce que toi, tu sais, tu es consciente que ça s'observe tout seul, ça? Est-ce que tu en es consciente? Est-ce que tu le vis, que ça s'observe tout seul? Alors, des moments, oui. Ah, voilà. Ouais. Okay. Et des moments, justement, et puis en lisant Ramana Maharshi, des fois, j'ai des confusions par rapport aux réponses qu'il apporte. Et Pierre, comme tu disais, il ne répond pas tout le temps la même chose à tout le monde. Oui, c'est normal. Oui, mais il y a des moments où je suis un peu... Bon, puis c'est mental un peu ma question, mais en même temps, c'est une vraie question. Je suis souvent dans un espace tranquille, calme, où les choses apparaissent. Et des fois, je n'arrive pas toujours à définir quand vient le personnage et qui me fait croire que ce n'est pas le personnage. Enfin, En fait, l'important, ce n'est pas de savoir qui est quoi. Oui. L'important, c'est de faire la différence entre ce qui est observé et ce qui observe. En gros, pour résumer, tout ce qui est observé ne peut pas être toi. Okay. Enfin, en tout cas, dans la première étape. Oui, c'est la première étape, ça. Après, tu vas te rendre compte que tout est toi. Mais pour l'instant, oui, comme tu disais, exactement. Oui. Pour l'instant, tu réalises que tout ce qui est perçu est impermanent. Tout ce qui est perçu apparaît et disparaît. Et la vraie question, c'est au sein de quoi ça apparaît et ça disparaît. C'est ça la vraie question. Oui. Et c'est la seule chose vraiment, comment dire, c'est la clé pour réaliser ce que tu es. Parce que ce qui apparaît et disparaît est observé ou est perçu par tu verras quoi. Voilà, c'est ça. Qui par contre, cela, ce qu'on appelle cela, ce que les yogis appellent cela qui perçoit, ça par contre, ça n'apparaît pas, ça disparaît pas, c'est toujours là, c'est toujours présent. Je sens ça. Voilà, alors c'est là, en fait, c'est là où il faut ramène, comment dire, des fois on dit ramener l'attention à sa source, c'est-à-dire ramène ton attention à ce que tu ressens qui reste toujours pareil. C'est ça, qui ne bouge pas. Ouais. Qui ne bouge pas, qui est toujours pareil. Ouais. La clé, elle est là. La clé, elle est là. Et t'embête pas trop avec les termes indiens et tout ça. Oui, mais c'est aussi pour transmettre après, quand j'en parle aux autres, c'est d'être clair aussi, parce que je donne des cours de yoga, donc quand j'explique aux gens, j'ai besoin d'être clair sur ce que je transmets, évidemment. Ouais. Et des fois, voilà, c'est pour ça que j'ai des petits doutes sur les termes, et des fois, ils m'embrouillent, des fois, en lisant, je suis plus embrouillée qu'autre chose, en fait. Ah bah ouais. Et oui, c'est le temps que le discernement se mette en place. Ça fait jouer le discernement, en fait, c'est fait pour. Hein. Ouais. Il y a un moment donné où tous les bouquins, tu vas les refermer. Et tu sais, t'inquiète pas, Alexandra, dans le mode communication, parce que même quand tu n'as même pas besoin de savoir de quoi tu parles l'autre, ça va se faire spontanément. Et même si ça te paraît confus lors de la transmission, ça sera accueilli en face comme il se doit. D'accord? Okay. Donc, c'est parfait. Ok. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je veux juste rebondir parce que vous parlez beaucoup d'authenticité et de joie et de goût. Et en fait, en ce moment, je traverse une période où j'ai un profond sentiment de régression sur le chemin parce que sans tristesse, j'ai beaucoup de petits personnages qui s'agitent. C'est les pensées qui me réveillent le matin. Et j'ai des journées qui sont très chargées mentalement. J'ai des temps calmes quand je médite et quand je pratique. Mais en dehors de la pratique, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup d'agitation. Et il y a surtout plus du tout de goût, de la joie, de l'amour, de l'authenticité. J'ai vraiment un sentiment de régression énorme en ce moment avec une
de la peur, beaucoup de peur, enfin, un peu l'antithèse de l'amour et de la simplicité. Et c'est fou parce que voilà, on s'était pas mal parlé, Gérald, cette année au cours de différents entretiens, et j'étais pas du tout dans ce truc-là. Et là, il y a une forme de marasme, comme si le personnage, je sais pas, prenait beaucoup plus de place, beaucoup trop de place, sans tristesse, encore une fois, parce qu'il y a suffisamment, je sais pas, de distance ou de calme malgré tout. Mais il y a une profonde, un profond sentiment de perdition et de manque d'amour, de joie, justement du goût de la joie. J'ai l'impression d'avoir complètement perdu, et c'est assez flippant. Ouais, alors ça arrive aussi par phase. En fait, ce qui se passe, c'est que tu conscientises des choses comme tu as une méditation. Tu médites régulièrement? Tous les jours, entre 45 minutes et 1 heure, ouais. Ouais, donc en fait, il y a une intériorisation qui se fait. Donc automatiquement, on va dire, c'est un peu comme si tu creusais. Tu creuses, et en fait, il y a des choses auxquelles tu n'avais pas conscience avant, mais que tu portais déjà, qui se révèlent. Et entre autres, des choses qui étaient logées au niveau du subconscient. Donc, tu as des choses subconscientes qui commencent à remonter à la surface. Et du coup, quand ça remonte, ça fait beaucoup de pensées, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses comme ça. Et c'est nécessaire de passer par là pour que ça soit conscientisé, pour qu'après, ça lâche. Mais si tu y résistes, ça va mettre plus de temps à passer. Et plus tu vas les laisser être complètement, sans en faire quoi que ce soit, hein, sans les saisir, tu les laisses être. Et plus ça va passer rapidement, ça. Mais c'est une phase qui est complètement normale du fait d'aller plus profond. Plus on ressent le calme, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu médites, on va dire métaphoriquement, il y a une ouverture qui se crée. Il y a un exemple que je prends souvent et qui peut peut-être t'aider à voir. C'est un exemple un peu assez connu que les yogis utilisent. C'est que quand tu as une chambre ou quand tu as une pièce qui est noire, imagine que tu as un spot et que tu éclaires que le milieu de la chambre, et que petit à petit, au fur et à mesure de ton intériorisation, la lumière s'agrandit, s'agrandit, s'agrandit. Et donc, tu découvres dans la pièce au fur et à mesure des choses qui étaient déjà là, mais auxquelles tu n'avais pas conscience. Et tu les vois au fur et à mesure. Alors, des fois, il y a des parties où ça va dans la pièce, et des fois, il y a des parties où c'est très en désordre, et c'était déjà là, mais tu n'en avais pas conscience, tu le portais. Et donc, quand tu les vois, bon, là, l'avantage, c'est que ça se range tout seul. Tu n'as pas à ranger ta chambre, ça se range tout seul. Dès que c'est perçu, la lumière le perçoit, et tout, ça se range automatiquement. Et donc, c'est ça qui se passe. En ce moment, comme tu t'ouvres à l'intériorité, tu vas de plus en plus dans le calme. Automatiquement, davantage de choses se révèlent, et au fur et à mesure, ça se transcende automatiquement. C'est subconscient, en fait. C'est le subconscient qui se purifie. Et donc c'est normal qu'en dehors des temps de méditation, ce soit pas calme du tout, et qu'il y ait même plus la joie, quoi. Il y a plus d'élan pour rien, à part glander, et encore pas du bon glandage, quoi. Des trucs, des trucs qui satisfont des plaisirs immédiats, et qui 10 secondes après créent des pensées encore plus conséquentes. Enfin, il y a vraiment une perte d'élan vital qui est fatigante, quoi. Mais est-ce qu'il y a toujours de la joie en méditation ou pas? Plutôt du calme, parce que j'avais le mantra « Je suis l'amour, la joie, la paix » depuis des mois, et il est vide, ce mantra. Il est complètement vide maintenant. Il y a plus rien qui résonne, quoi. À la rigueur, il y a un peu d'espace dans lequel il y a rien, mais c'est plus un néant qu'un vide. C'est plus quelque chose de... Je sais pas, oui, c'est calme, mais ça goûte pas la joie, ça goûte pas l'amour, ça goûte rien, vraiment rien. Ouais. Alors ça pourrait t'aider de passer par quelque chose qui t'inspire aussi. À nouveau, je ne sais pas si tu as, encore une fois, est-ce que tu as un maître qui t'inspire ou un être qui t'inspire? Ouais, un principe. Un principe, quelque chose qui t'inspire, pour ressentir davantage justement que ça soit confortable. Quand tu médites, tu peux ramener des gens que tu aimes bien dans ta méditation. Amène toute ta bande. Ouais, c'est ça. Tu ramènes Jésus, tu ramènes, je sais pas, tous ceux avec qui tu as un bon feeling. Ok, merci.
Merci beaucoup. Tu fais pas ça? Je peine beaucoup en méditation à ramener des gens. Quand j'essaye, c'est pareil. Il n'y a pas d'évocation puissante. Pourtant, voilà, j'ai profond respect pour le Dalai Lama, pour Jésus, pour d'autres éveillés, pour Ramana Maharshi. Je passais beaucoup de temps à Tiruvannamalai dans son ashram, mais j'ai beaucoup de mal à les ramener avec moi en méditation. Il y a plus de la solitude et du calme que de l'amour et de la joie, quoi. Je peine vraiment à ramener les gens. Ouais. Mais ça peut passer par là aussi. Hein. Ouais. En fait, ce que tu décris là, c'est une expérience, c'est une phase qui est assez courante, mais je sais que c'est un peu plus facile à passer cette phase-là quand tu te mets en relation avec l'absolu. Mais alors, je sais que ça paraît doué quand je dis ça comme ça. Je sais que quand on dit se mettre en relation avec l'absolu, on va me dire oui, mais mentalement, c'est pas possible. En effet, mentalement, c'est pas possible. Mais quand tu le fais mentalement, il y a quelque chose en toi qui sait à qui tu t'adresses. Exactement. C'est-à-dire que quelque chose en toi, par exemple, ce que tu peux faire, c'est parler au divin, écrire au divin, avoir une relation avec le divin, et tu vas voir qu'il y a quelque chose en toi qui sait. Et il va se passer quelque chose, c'est sûr. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Avec joie. Pierre, oui. il est 21h. Ah, on est arrivé à l'heure. C'est toi qui décides si tu prends une dernière question ou si… Voilà. Pierre ou Gérald, c'est vous qui décidez. Non, on est arrivé à 21h. On se revoit tous demain. Entendu. Demain, on va être 500. Ouais, on se revoit demain et voilà, on fera la même chose. Donc, ceux qui n'ont pas posé de questions encore, on prendra en priorité ceux de la demain. Et après, s'il reste des possibilités, on reprendra ceux qui sont déjà passés. C'est ça. Merci à tous. Voilà. Joyeux maintenant à tous. C'est ça. Merci. À maintenant. Merci. Merci. Merci à tous. Merci Pierre. Merci Gérald. Salut Philippe. Merci Gérald. Salut. Et puis donc à demain 21h. C'est ça. À 19h. 19h jusqu'à 21h. Merci. Le temps